Hey, je suis en live. Bienvenue, ma belle communauté d'amour. En ce mardi 6 avril, midi 12 précisément. C'est-tu pas magnifique? Il fait tellement beau à l'extérieur, hein? Il y a un beau soleil. Le printemps arrive. Ça commence à fourmiller. Toute cette belle vie-là qui est en train de prendre forme. C'est magnifique. Alors nous, pour le mois d'avril, on est sur le thème de la bienveillance. Comment justement, dans nos façons d'intervenir, dans nos façons de réfléchir, comment arriver à nourrir le beau, le bon, le bien chez les enfants, chez les adultes qui nous côtoient. On va parler aussi dans le mois d'avril de parentalité positive. On va parler aussi, vous savez, mon message qui est tellement fort puis que je veux absolument transmettre, puis surtout en ce moment, avec la réalité difficile que l'on vit, que justement, derrière les comportements, il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont pas entendus. Et souvent, le comportement, ben, c'est un langage émotif. Alors aujourd'hui, on va éclaircir ça ensemble, on va en parler plus en profondeur et j'ai le privilège d'avoir avec moi Mélanie Ouimet, qui est fondatrice du Salon de la neurodiversité et aussi qui est formée aux ateliers de la psychothérapeute Isabelle Filiosa, qui porte justement sur la bienveillance, la parentalité positive. Alors, on regarde ça tout de suite ensemble. Je vous mets la petite intro, puis on se retrouve tout de suite après. À bientôt. Hey, on est là! Bonjour Mélanie! Bonjour Cindy, bonjour tout le monde. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, aujourd'hui, on parle de bienveillance. On va en parler durant tout le mois d'avril. Comment, justement, avec la réalité qu'on vit en ce moment, comment arriver à accueillir l'enfant, accueillir les besoins, comprendre un petit peu plus cet enfant-là, comprendre les comportements, puis probablement s'intéresser à ce qu'il y a derrière les comportements. Parce que, en tout cas, moi, je suis une ancienne enseignante. Je continue d'enseigner, mais maintenant, pas à des enfants, mais bien à des adultes. Et là, nouvellement, depuis 1 an, en ligne. Donc, on est toujours en train de se renouveler avec ce qu'on vit en ce moment. Et moi, j'ai été beaucoup formée en approche cognitivo-comportementale. Ce que je veux dire, à intervenir sur le comportement, à intervenir avec des approches aussi de gestion de classe, par exemple, gestion des comportements, qui sont des bonnes approches, oui, ça apporte des bons résultats, oui, mais en même temps, moi, en 2006, j'ai découvert les réflexes. Et c'est là que je me suis ouvert à un tout nouveau monde, à comprendre que finalement, le comportement, c'était du langage. C'est un langage émotif que l'enfant utilise pour nous faire comprendre qu'il y a des besoins qui sont non répondus derrière. Aujourd'hui, on va parler de ça. On a une super belle invitée qui est Mélanie Ouimet, qui est fondatrice du Salon de la neurodiversité. Parce qu'au mois d'avril, on est aussi dans le thème de la neurodiversité. Et elle est aussi animatrice des ateliers Filiosa sur la bienveillance. Alors, j'ai le privilège, le bonheur de l'accueillir aujourd'hui. Alors, Mélanie, tu as fondé le Salon de la neurodiversité. T'es pas arrivée comme ça un matin avec bon, je vais faire un salon de la neurodiversité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours? Oui, bien, rapidement, dans le fond, pour faire une petite histoire courte, bien, c'est suite à l'arrivée de mes enfants, dans le fond, je me suis rendu compte assez rapidement que, bien, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup, comment je pourrais dire ça, d'alternatives bienveillantes pour l'éducation. J'avais de la misère à trouver ça si on voulait sortir d'un mode, justement, punitif, autoritaire. Puis bon, il y avait peu d'alternatives ici au Québec. Bon, ben, c'est de fil en aiguille, je suis tombée sur Isabelle Filiosa, puis là, bon, j'ai été inspirée là-dedans. Puis suite à ça, j'ai fondé en premier Parents éclairés, qui est comme ben, c'est un site internet, dans le fond, d'information pour la parentalité proximale, pour bon, tout ce qui est de retour à la norme aussi, un petit peu avec, bon, on parle d'allaitement, on parle de sécurité, d'attachement, tout ça. Puis, bon, un petit peu au fil des années, ben, avec mes propres enfants à moi, dans le fond, je me suis rendu compte que, ben, il y avait beaucoup d'hypersensibilité. Il y avait beaucoup de besoins, comme plus que la norme, c'est à quoi qu'on s'attendait.
J'ai fait des liens aussi avec moi-même, aussi quand j'étais petite, avec des liens maintenant. Puis bon, tranquillement, pas vite, ça a été l'hypersensibilité qui a été remarquée. Puis après, on se dit, bon, mais il y a peut-être des traits autistiques dans tout ça. Puis bon, j'ai été me faire évaluer, j'ai été faire évaluer 2 de mes enfants. Bon, les diagnostics d'autisme sont tombés. Puis, moi, ça me parlait pas. Dans le fond, ce qui me parlait pas, c'est l'aspect trouble dans tout ça. Puis, en cherchant un petit peu de fil en aiguille, je suis tombée sur la neurodiversité aux États-Unis. Je suis tombée sur, entre autres, Laurent Motron, qui amenait l'autisme comme une forme d'intelligence différente. Puis ça me parlait beaucoup. Je me suis dit, OK, est-ce que ça se peut qu'on interprète mal les comportements, qu'on donne un sens de l'extérieur, mais qu'on oublie l'intérieur? Puis c'est suite à ça que j'ai fondé la neurodiversité, la diversité humaine ici au Québec. Puis de petit à petit, dans le fond, il y a le Salon de la neurodiversité qui s'est fondé. Il y a la Journée mondiale aussi de la neurodiversité qui s'est fondée au travers de tout ça. Puis ça a été dans un objectif beaucoup c'est ça, en fond, de décoder le sens des comportements puis d'arriver de faire un pont. Au début, c'était entre l'autisme et les non-autistes, surtout pour arriver à faire un pont de communication. Puis ça s'est étendu parce que la neurodiversité, c'est plus large que l'autisme. On parle de traits de TDAH, de douance, de dyslexie, dyspraxie, tout ça, tout dans le fond, troubles de comportement, même troubles d'apprentissage aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un sens caché derrière tout ça qu'on ne comprend mal quand on est trop focusé sur seulement le comportement externe de l'enfant et même de l'adulte qu'on voit? Est-ce qu'il n'y aurait pas des émotions, du stress, des choses comme ça cachées derrière? Donc, c'est à partir de là, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment comme, on va dire, la grande vision du Salon de la neurodiversité, Mélanie? Oui. C'est cette grande vision-là. OK. De dire que j'aime, si on peut revenir sur l'autisme, tu disais que tu avais fait les évaluations, puis tu as eu le diagnostic qui a été tombé, puis pour tes 2 enfants aussi. Oui, en fait, 2, on s'est rendu au 3e. Le 3e, on a arrêté parce que nous, on sentait pas le besoin d'avoir le diagnostic. C'était pas le diagnostic qui était important pour nous, mais c'était de dire, OK, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on se retrouve dans les traits autistiques, puis à partir de là, comment on peut aider aussi les autres à mieux comprendre ce qu'est l'autisme et à sortir de l'aspect trouble, en fait. Parce que quand on parle de neurodiversité, il n'y a pas de trouble, justement. C'est de sortir de là, puis d'amener la diversité, puis de démontrer que ça existe, comme il y a de la diversité raciale, culturelle, tout ça. Il y a aussi de la diversité cognitive, il y a aussi différentes manières de percevoir notre monde, de le ressentir aussi, donc tout ça. Puis, donc oui, l'objectif du salon, c'est d'inviter des gens, plusieurs personnes qui offrent des conférences. On parle de personnes qui étaient autistes aussi à la base, de leur donner une place, de personnes qui ont de la douance, qui ont de la dyslexie, tout ça. Et aussi de mélanger avec le point de vue souvent des parents, des intervenants, tout ça, puis d'amener différents points de vue pour qu'on puisse se parler. Je pense que c'est ça la base aussi, puis échanger, puis dire, OK, toi, tu perçois comme ça, moi, je perçois comme ça, puis comment qu'on peut se comprendre, s'écouter, puis co-construire ensemble dans tout ça. Magnifique, magnifique, Mélanie. On a Hélène qui est avec nous. Bienvenue, Hélène. Hélène qui est maman, qui fait l'école à la maison depuis 3 ans, puis qui est coach de vie. On a Valérie qui nous vient de la France. C'est le fun de te retrouver, Valérie. Bienvenue, qui est psychomotricienne, maman de 3 grands-enfants. Magnifique. Puis on a ici Maïka qui est avec nous. Bienvenue, Maïka. On a une vingtaine de parents ou d'intervenants avec nous. Si vous avez des questions, on est avec Mélanie Ouimet. On va discuter à comprendre un petit peu mieux l'intérieur du comportement. J'ai vraiment aimé ça quand tu as dit ça. C'est comme, on est focalisé sur l'extérieur. Mais finalement, le comportement, c'est comme c'est un langage émotif, oui, mais de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Puis comment décoder? Fait qu'on va en discuter un petit peu plus aujourd'hui ensemble. Fait que si vous avez des questions au sujet du Salon de la neurodiversité, dans ce grand sujet-là, juste nous écrire dans le chat, puis on va faire au mieux pour y répondre au meilleur de nos connaissances aujourd'hui. Et sinon, dans les semaines qui vont venir, on va être encore dans la bienveillance, fait qu'on va pouvoir aussi peut-être utiliser vos questions pour développer des sujets. Ça, c'est magnifique. Neurodiversité, moi, j'aime vraiment ça parce que, tu sais, quand on a parlé, je sentais vraiment comme on est dans l'accueil.
sais, quand on peut, en tant que parent, des fois, on se demande ce qui se passe avec nos enfants, puis on se pose des questions, puis on se dit, mais comment ça que ça fonctionne pas? Comment ça, je lui répète plusieurs fois, il comprend pas. Je lui dis dans un ton calme, bienveillant, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis bon, les parents sont amenés des fois à dire, bon, mais peut-être que je vais le faire évaluer. Ou, tu sais, mon enfant, il est vraiment, vraiment comme un petit peu dans sa bulle et la difficulté à connecter avec l'environnement. Ben, je vais le faire évaluer. Fait que des fois, l'évaluation, ça aide à confirmer des choses, tu sais, des appréhensions, mais vraiment, le fait de recevoir un diagnostic, ça permet peut-être de mieux comprendre une réalité, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter là. Alors, tu sais, oui, comme toi, Mélanie, tu sais, t'as fait évaluer tes enfants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Pourquoi tu as fait évaluer tes enfants? Puis en quoi le diagnostic t'a aidé? Puis qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Puis comment tu interviens avec tes enfants au niveau des comportements? Comment tu vois le comportement? Ouais, ça fait quand même une couple d'années que j'ai fait évaluer. Je l'ai fait moi en premier. C'était pour me confirmer, je pense que j'avais une différence. Dans le fond, on dirait qu'aujourd'hui, je vois moins l'utilité. J'essaie de me replacer à l'époque. Dans le fond, c'était de confirmer ça. Puis aussi, je me disais que j'en avais, entre guillemets, besoin pour prendre parole en tant que personne autiste. Bon, sans diagnostic officiel, après ça, c'est auto-diagnostiqué. Bon, ça laisse un petit peu un doute en tant que personne autiste qui vient prendre une parole. Donc, il y avait ça aussi de ce côté-là. Okay. Si on y va avec mes enfants, aussi pour confirmer, dans le fond, si les comportements, ça faisait du sens avec ce que je voyais, s'il n'y avait pas de l'autisme, puis s'il n'y avait pas autre chose aussi, comme d'autres difficultés qu'il n'aurait pas à avoir. Si on prend mon fils, par exemple, il a commencé à parler progressivement à l'âge de 3 ans et demi. Donc, il y avait, entre guillemets, un retard de langage, mais de savoir qu'il est autiste, après ça, je me dis, non, c'est normal, il développe d'autres compétences, c'est pas un retard. Donc, ça vient mettre c'est ça que j'observe, puis ça fait du sens, puis on va pas focusser sur le développement du langage, on va mettre un environnement qui va être favorable à lui. Il développe sa perception, par exemple. Il alignait beaucoup, faisait beaucoup de construction de Lego, tout ce qui était dans la perception, dans le fond. Donc, il a développé beaucoup ça avant de développer le langage. Donc, ça a permis de comprendre ça pour moi. Puis bon, de ne pas mettre un accent, on met beaucoup d'accent sur les enfants autistes pour développer le langage. Puis malheureusement, si on ne sait pas que c'est normal que le langage se développe plus tard, on met un accent là-dessus, puis on oublie la perception, puis il y a un déséquilibre. Tu sais, je compare souvent ça à si on voudrait faire marcher, par exemple, un enfant de 9 mois. Bon, mais il n'est pas rendu là, on le sait, donc on va sauter des étapes. S'il ne marche pas à 4 pattes, ça va déstabiliser tout son cerveau, dans le fond, mais c'est un petit peu la même chose avec l'autisme. Si on force trop des compétences où est-ce que l'enfant n'est pas rendu là, mais ça finit par déstabiliser toute la pyramide, si on veut, c'est pas solide, donc ça a permis ça. Il y avait beaucoup de crises aussi chez moi. Donc, ça a permis oui, avec la bienveillance, tu te dis, OK, on va l'accueillir, mais c'est des besoins plus, comme je disais tout à l'heure. Donc, tu dis, bon, il y a une hypersensibilité là-dedans. Tu dis, bon, il y a de la perception, donc on perçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, quand on perçoit, un stimulus, c'est un stresseur. Donc, tu dis, ça fait beaucoup, beaucoup de stress. Donc, on a pu travailler là-dessus, puis offrir un environnement qui offre beaucoup, beaucoup de sécurité, beaucoup, beaucoup d'attachement, beaucoup, beaucoup de liens. Donc, ça l'a permis tout ça, mais effectivement, il fallait avoir une vision différente de ce que c'est l'autisme et non pas le percevoir comme un trouble à la base. Là. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. On aurait d'autres interventions qui, à mon sens, sont mal adaptées aux personnes autistes. Tu aurais eu probablement des interventions sur le comportement. Oui, c'est ça, malheureusement. Avec le salon de neurodiversité, on essaie d'amener autre chose que ça, parce que il y a plusieurs personnes autistes, plusieurs adultes qui témoignent justement à combien que c'est néfaste, ces interventions comportementales-là sur les autistes. Puis si on l'élargit, on se rend compte que c'est néfaste pour n'importe quel enfant, je pense, quand l'émotion n'est pas comprise, qu'on intervient seulement sur le comportement sans comprendre la source, puis sans comprendre, par exemple, l'immaturité des enfants qui est derrière tout ça, sans comprendre le stress qu'ils peuvent vivre, sans bon sens, tout ça, mais c'est malheureux, mais on focalise juste sur le comportemental, puis on oublie l'essentiel, à mon avis. Puis tout à fait. Puis en plus, qu'on soit avec des enfants qui ont une particularité, mais en fait, on est tous particuliers. Moi, tu sais, c'est pour ça que nous, on dit souvent, tu sais, accueillir l'enfant comme un être unique plutôt que différent, parce qu'on est tous dans notre unicité. Dans notre unicité, on a toutes nos différences, tu sais. Fait que j'aime ça quand tu dis que c'est pas un trouble. Moi, j'aime bien.
OK, oui, il y a des caractéristiques qui sont là. Oui, oh oui, vraiment. Mais quand on le regarde avec des caractéristiques, moi, je trouve qu'on est plus dans une approche où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un dialogue, qu'il y a plus d'accueil. Tu sais, c'est une toute autre façon de regarder la personne, l'enfant, puis d'arriver dans ce lien-là qui peut nourrir l'affectivité. Si je m'intéresse à toi, je me mets dans tes souliers. C'est différent, c'est un autre focus complètement, au lieu d'intervenir sur le comportement. Puis tu sais, je veux pas juger les parents, les intervenants qui interviennent sur le comportement, parce que souvent, quand il y a un comportement, c'est que nous, on a de la difficulté en tant qu'adultes à gérer l'intensité de ce comportement-là. On le comprend pas. On ne sait pas comment il va s'arrêter. On ne sait pas comment solutionner. Fait qu'on veut tout de suite intervenir sur le comportement pour que le comportement diminue, même disparaisse, pendant que très souvent, quand on est là en pleine présence, dans une présence bienveillante, d'accueil, puis qu'on accueille l'enfant, bien, le comportement, c'est pour ça que j'aime dire que c'est comme un langage émotif. Il livre son message. Puis un coup que son message est livré, mais souvent, les comportements vont s'estomper. Puis après, on peut avoir un dialogue, une conversation avec l'enfant. Puis tu sais, souvent qu'on ait, pour tous les enfants, on a des exigences. Hein? On s'attend à ce qu'en première année, un enfant apprenne à lire et à écrire. OK. Mais quand on regarde le développement des structures cérébrales, un enfant devrait apprendre à lire et à écrire autour de 7 ans. Quand son système vestibulaire est mature, les ergothérapeutes vont nous parler aussi de 6-7 ans. Fait qu'il y a beaucoup d'exigences qu'on a par rapport à l'enfant qui sont pas vraiment adaptées à où l'enfant est rendu. Puis tu vois, dans notre formation Rocchio Pépito, on a eu le privilège de travailler avec une neuropsychologue qui a vraiment documenté à quel âge se développent les différentes fonctions cérébrales pour être capable d'encore plus comprendre puis d'accueillir cet enfant-là. Je ne sais pas si ça te parle, si ça fait du sens pour toi, Mélanie. Oui, tout à fait, parce que souvent, je dis souvent, c'est une des choses principales qu'on oublie, c'est l'immaturité des enfants. Donc, à la base, un enfant, c'est pas un adulte en format plus petit, c'est un être, oui, à part entière, mais c'est un être qui est en formation. Puis ça, je pense qu'on a tendance beaucoup à l'oublier, ça, par tout plein de choses, par le rythme de vie qui va vite, la méconnaissance aussi là-dedans. Bonne partie des comportements, dans le fond, vont s'expliquer par cette immaturité-là qui caractérise l'enfant. Je vois souvent des parents qui disent « Ah, mon enfant, il a été violent, il a mordu, il a frappé, il a poussé, il a lancé des objets. » Mais tout ça, c'est généralement l'immaturité qui pousse les enfants à avoir des réactions émotionnelles qui sont très, très impulsives. Puis ça, mais à la base, ça reste un comportement qui est tout à fait normal. Jusqu'à 5-7 ans, puis même jusqu'à 9 ans, chez les plus sensibles, il peut y avoir ces comportements-là qui vont être des réactions vraiment très impulsives parce que, bon, les enfants, ils vivent les émotions très, très, très intensément, dans le fond, puis c'est ça qui dicte à la base leur comportement. Quand je dis ça, c'est pas de les laisser faire, c'est pas de les laisser frapper, pousser, mordre sans intervenir auprès de l'enfant, mais c'est de savoir que c'est des réactions normales, puis de dire, t'as frappé aujourd'hui, mais j'ai confiance que la prochaine fois, tu vas t'y prendre autrement, puis bon, d'expliquer ce que l'enfant peut faire, de l'aider à nommer l'émotion qu'il a ressenti, tout ça derrière. Donc, ça prend un accompagnement plutôt que de juger le comportement, puis de... Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, un accompagnement, j'ai comme une image, au lieu d'être face à face avec l'enfant, comme côte à côte, puis regarde, je te prends la main. Tu vas prendre la main, puis on va la traverser ensemble, cette épreuve-là que tu vis en ce moment. Ton cerveau est immature, ton néocortex, ton cortex préfrontal qui gère les émotions n'est pas complètement développé. Je peux t'aider. L'enfant, il vit un stage. Il est en train de l'apprendre. Il est dans moi, j'aime ça dire un stage parce que c'est clair. Il est dans le stage des émotions 101. Il est en train de l'apprendre. Fait que, tu sais, de comprendre que c'est pas un petit adulte. L'enfant, c'est pas un petit adulte avec un cerveau plus petit. Non, le cerveau est immature puis il est en plein développement. Je vais juste faire une petite annonce pendant qu'on est là. Bonjour Julie, bienvenue. Ouais, Julie a dit, j'aime bien qu'on dise que c'est pas un trouble. Tellement. Puis en plus, qu'est-ce que ça fait? Ça donne tellement de l'espace à l'enfant. Parce que si je dis, je suis Cindy, je suis autiste, hey, c'est au même niveau. C'est énorme l'empreinte que ça peut faire.
énorme. Je préfère dire je suis Cindy, puis j'ai des traits autistiques et je suis aussi créative, je suis plein d'autres choses. Vraiment, c'est comme un éventail. Alors, juste nous écrire si vous avez des questions sur ce magnifique sujet qu'on est en train de partager ensemble à Mélanie, à moi ou à la communauté des parents qui sont là. Ou si ça vous parle, juste nous écrire. Et si ça vous parle, je vous invite, on va juste faire une petite annonce, je vous invite à partager l'émission. Vous partagez l'émission d'aujourd'hui. Si tu veux mettre l'image, mon beau Grégoire. Ah, OK. C'est correct. Alors, juste partager l'émission d'aujourd'hui. Alors, vous partagez, vous taguez 3 personnes, vous écrivez le nom de 3 amis, puis vous courez la chance de gagner la formation Rocio Pépito, les fondamentaux, sur la sécurité intérieure, qui regarde vraiment les besoins derrière les comportements, puis on va faire le tirage le 4 mai. Et juste parce qu'on est dans les annonces, on a fait tirer une formation Rocio Pépito le mois passé dans le thème de la sécurité intérieure et on va annoncer la gagnante. Alors, la gagnante, c'est roulement de tambour, c'est Annick Derry! Annick Derry, je te connais, je trouve ça vraiment le fun que ça soit toi qui ait gagné la formation Rocio Pépito, les fondamentaux. Annick, elle a suivi une formation avec nous il y a plusieurs années. Puis voilà, ça me fait plaisir que ce soit toi qui ait gagné la formation. Alors, c'est tout pour les petites annonces. Alors, je t'invite dans le chat à nous écrire tes questions. Il y a Geneviève ici qui dit « Salut Cindy, oui, la fameuse étiquette, c'est négatif. » Puis surtout en ce moment, tu sais, Mélanie, je ne sais pas de ton côté, mais moi, en ce moment, de notre côté, on a beaucoup de parents, des enseignantes, puis des éducatrices aussi qui nous écrivent pour nous parler que les comportements chez les enfants en ce moment sont encore plus intenses qu'auparavant. Puis que là, beaucoup de parents disent, ben là, je pense à faire évaluer mon enfant. Est-ce que ce serait une bonne idée en ce moment de faire évaluer son enfant par une neuropsychologue, par exemple? Est-ce que ça serait la situation idéale, disons, pour faire ce genre d'intervention? Parce que ça coûte cher aussi, hein, quand on s'en va vers une neuropsychologue, puis on décide d'avancer dans cette direction-là, les frais sont onéreux. Alors, je ne sais pas si tu peux nous partager ton point de vue par rapport à ça. Bien, c'est sûr qu'à mon avis, à moi, c'est en ce moment, on est dans une période depuis maintenant 1 an, dans le fond, dans une période où est-ce qu'on vit beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, donc beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est normal, encore une fois, que malheureusement, des comportements y ressortent, qu'on parle de simple crise, entre guillemets, qu'il y en a plus, qu'il y a beaucoup de parents qui, bon, l'enfant, il explose à la maison, si on le voit souvent, l'enfant, il devient ingérable. On le voit avec autant de la dépression, autant de manque de concentration, manque de motivation, de la procrastination, tout ça, ça ressort. On parle d'anxiété aussi, beaucoup. Beaucoup d'anxiété. Chez les jeunes, il y en a vraiment beaucoup. Bon, il y a toutes sortes de choses qui ressortent un peu partout que j'entends, oui, effectivement, moi aussi. À mon sens, à moi, tout ça, c'est normal. En fait, c'est une adaptation normale qu'on a et c'est pas encore là, c'est pas un trouble. c'est la conséquence de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que nos enfants vivent, qu'est-ce que nos jeunes vivent. Puis à mon avis, à moi, ils ont beaucoup plus besoin de sécurité, ils ont beaucoup plus besoin de présence, ils ont beaucoup plus besoin d'un environnement qui va les sécuriser autant que possible dans toutes ces instabilités-là qui sont là. Ils ont besoin de liens, je pense, avec les adultes, les entours, que ce soit papa, maman, que ce soit l'enseignant, que ce soit les intervenants, qu'importe, quelqu'un que l'enfant se sent en confiance, mais je pense que c'est à nous, en tant qu'adultes, de bien les soutenir au travers de tout ça pour essayer de tempérer autant que possible le stress qu'ils vivent, parce qu'ils en vivent. Peut-être qu'on ne va pas parler de tout, mais toutes les exigences qui sont mises, toutes les contraintes, les mesures sanitaires qui sont là, c'est stressant, c'est contre nature, c'est OK, on ne veut pas en faire de polémique là-dedans, mais c'est que ça cause du stress. C'est la seule chose qu'on peut parler, puis à partir de là, en le sachant, ça va déclencher toutes sortes de comportements, toutes sortes de, entre guillemets, troubles qu'on va percevoir chez nos enfants, mais qui sont la conséquence du stress qu'ils vivent, d'émotions qui ne sont pas dites,
et d'un manque de sécurité. Je pense qu'encore là, ça ressort autant pour nous les adultes, puis les enfants, ben ça ressort encore plus. Les adolescents sont dans une période charnière, les enfants, ils sont immatures, comme on le dit. Donc, il y a beaucoup d'insécurité, je pense, au travers de tout ça. Et oui, ça va faire sortir des comportements, mais derrière les comportements, qu'est-ce qui se cache? Des besoins d'attachement, des besoins de sécurité, des besoins d'autonomie, de liberté qui ont pas, des besoins de leur faire confiance. Bon, tout ça, ça ressort via des comportements, malheureusement. Puis, je pense que c'est à nous de les accompagner au travers de tout ça. C'est vraiment, c'est tellement clair ce que tu dis, puis je vais faire un petit peu de pouce. On a développé un petit outil ici pour aider les parents, justement, les intervenants à comprendre les besoins derrière les comportements des enfants. Parce que souvent, oui, en ce moment, tu sais, ça fait comme 1 an qu'on est dans le COVID, puis on a l'impression que notre système est habitué. On met le masque, on se lave les mains, tu sais, c'est comme devenu comme dans la routine. Mais c'est pas parce qu'on est habitué que ça n'a pas de l'impact. Fait que souvent, puis oui, on va avoir une intensité au niveau de l'agitation. Tu l'as dit, il y a plus d'anxiété, il y a plus d'hypersensibilité. Ça, c'est comme... Puis nous, en tant qu'adultes, aussi, on a la mèche plus courte. On s'impatiente plus vite. Faut pas s'attendre à intervenir avec les mêmes ressources qu'on a habituellement. On ne les a pas en ce moment. On est dans un état de stress, voire, je dirais même détresse, que ce soit au niveau social, au niveau émotionnel, au niveau financier. C'est à tous les niveaux. Fait que, selon moi, non, c'est pas le meilleur moment de penser à diagnostiquer ou avancer dans ce processus-là avec son enfant, mais comme le très bien partagé Mélanie, mais plutôt à regarder, à travailler à nourrir le lien d'attachement, nourrir la bienveillance. Comment on peut le faire? En prenant des moments privilégiés avec son enfant, s'offrir du temps 1 à 1, pleinement rempli, pas de téléphone cellulaire, pleinement disponible. Des fois, l'enfant, il fait un coloriage. Des fois, c'est juste de s'asseoir à côté, de regarder l'enfant colorier, respirer, puis de lui dire « Ah, c'est intéressant, pourquoi tu choisis la couleur bleue en ce moment? Pourquoi tu mets son chandail bleu? » Juste de poser des questions sur comment tu fais les choses. On a tendance à dire « Oui, c'est beau », tu sais, à donner un point de vue positif sur le résultat. L'invitation, c'est d'être plus dans le processus, d'accompagner ce qui est là, de juste être en présence avec l'enfant. On vous a, c'est ça, le document, on vous l'a offert. Vous pouvez le télécharger, Grégoire, il a mis le lien, pour que vous puissiez regarder derrière les comportements, par exemple, un enfant qui je sais pas moi, qui est agressif. Ça serait quoi le besoin qui serait derrière? On vous a donné des idées pour des pistes de réflexion, des pistes d'intervention. Un enfant agressif, là, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être reçu, d'être accueilli, d'être entendu dans ce qu'il vit. Puis probablement aussi de lui donner des moyens de canaliser son énergie dans le mouvement. Fait que ça vous donne des pistes pour expérimenter des choses différentes au lieu d'intervenir sur le comportement, offrir des avenues pour lui permettre de répondre à ses besoins. J'ai tout dit ça dans une phrase. C'est magnifique! Il n'y avait presque pas de virgule là-dedans. Quand on est là-dedans, quand on est passionné. Là. J'ai Sandrine qui dit « C'est rendu que les tout-petits ont peur des gens qui arrivent au parc. Ce matin, on est parti parce que les petits trouvaient que les plus grands les envahissaient. Il y a 1 an, ils couraient vers eux et se présentaient. » Ben oui. Fait que c'est sûr que ça change dans ma façon d'appréhender l'environnement et l'autre. On n'est pas à la même place. Fait qu'il faut pas s'attendre à ce que nos enfants à l'école soient dans un contexte d'apprendre. Le masque, ça a un impact au niveau de l'oxygène, ça a un impact au niveau des fonctions de réflexion. On peut pas s'attendre aux mêmes résultats. Hein? On a Maria qui est arrivée. Bienvenue, Maria. Hein, qu'est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Mélanie, pour donner des idées aux parents? Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de bienveillance en ce moment? Être plus dans ce terrain-là d'accueil, de compassion? Mais je pense déjà
les enfants ont des conséquences sur leur comportement. C'est normal. Déjà, là, je pense de savoir que c'est normal, que c'est pas des troubles, que c'est pas l'enfant qui est difficile. Je pense que ça vient mettre des mots sur une réalité qui se vit en ce moment. Puis à l'inverse aussi on parle souvent des enfants, mais nous aussi, en tant que parents, en tant qu'enseignants, mais on vit du stress, puis de vivre du stress, mais ça influence aussi nos comportements, puis déjà d'en avoir conscience que on est stressé, puis ça se peut que on explose aussi avec notre conjoint, qu'on explose malheureusement sur nos enfants, mais d'en avoir conscience que nous aussi, on est dans une réaction qui est physiologique et non pas c'est physiologique, dans le fond, qu'on vit du stress, puis on a besoin, nous aussi, de décharger, puis des fois, c'est maladroit. Déjà, d'en prendre conscience, ça va aider à moins se culpabiliser aussi derrière tout ça, puis de dire, gars, nous, on vit ça, puis ça va nous aider à prendre du recul aussi dans tout ça pour mieux accompagner nos enfants, parce que je pense que c'est difficile aussi en tant qu'adulte de les accompagner si nous-mêmes, on vit des incertitudes, si nous-mêmes, il y a eu des pertes d'emploi, si on ne voit plus nos parents, si on a moins de personnes pour nous entourer aussi dans ces moments-là. Il y a tout plein de choses. Il y a beaucoup de chicanes dans les couples aussi. Depuis 1 an, ça augmente, tout ça augmente. Mais forcément, ça a des impacts sur nous, sur notre stress, sur notre sécurité à nous, donc sur nos interventions avec les enfants. Et c'est pareil pour les enseignants qui ont des tâches supplémentaires de plus. Déjà là, qui étaient plein de tâches. Donc, je pense d'en être conscient là-dedans, puis de s'écouter un peu plus davantage qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je pense que ça pourrait nous aider, avec soi-même, puis 2, après, de mieux être disponible pour les enfants, en fait. Tellement. Puis moi, c'est sûr que, tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 17 ans que je suis dans le mouvement, dans le corps. Moi, le corps, c'est la voie royale. Puis c'est intéressant, on a pensé longtemps que c'était le cerveau qui était le maître. Mais non, c'est le corps, parce que le corps envoie 9 messages au cerveau pendant que le cerveau en envoie 1 au corps. Fait que oui, les pensées, je comprends, là, tu sais, l'impact des pensées, mais les pensées vont venir parce qu'il va y avoir un état dans le corps qui vont générer ces pensées-là. Fait que quand on est stressé ou angoissé, on sent qu'on s'impatiente, on sent que, est-ce qu'enfin il va comprendre? C'est toutes ces attitudes-là. Ça fait 4 fois que je te le dis, Jérémy, là, peux-tu fermer la lumière? Peux-tu ramasser ton chandail? Quand on est là-dedans, là, c'est de nous dire, OK, qu'est-ce que je peux changer dans ma réalité en ce moment pour changer mon état? Fait que je peux utiliser des moyens qui sont très, très simples dans mon corps, qui est respirer simplement ou bouger. Bouger, faire du mouvement. Parce que quand on est dans un état de stress, notre cage thoracique, là, elle se rapetisse vers l'intérieur, nos côtes flottantes se contractent, on se sent pris dans un étau, on va avoir des tensions physiques. Ces tensions physiques-là, on va les retrouver aussi au niveau émotionnel, puis on va les trouver aussi au niveau mental dans nos pensées. Fait que si on ouvre notre corps, on fait du mouvement, on agrandit notre contenant de sécurité intérieure, on diminue l'insécurité, puis on est plus capable d'intervenir, d'accueillir l'enfant dans ce qu'il vit. Puis on peut l'inviter aussi. Tu sais, c'est simple, c'est vraiment simple. Des fois, c'est juste de faire du mouvement puis de prendre des grandes respirations. C'est sûr que si on va aller plus loin puis travailler directement la sécurité intérieure, on peut aller faire un petit tour chez Rockio Pépito, qui a des outils pour travailler justement l'intégration des réflexes qui sont à la source de la sécurité intérieure. Bon. Alors, est-ce qu'on a d'autres commentaires? Je regarde. Maria qui dit bonjour. Sandrine. Oui, c'est triste, le drame dans tout cela, c'est que j'ai dû partir et j'ai pas pu leur démontrer que la peur était injustifiée ou démesurée. Ils ont moins de 5 ans. Tu sais, quand un enfant de moins de 5 ans a peur, c'est très difficile de leur expliquer que la peur, elle est démesurée parce que pour eux, là, la peur, elle va prendre toute la place, au complet. Puis ça revenait à ce que tu partageais tout à l'heure, hein, Mélanie, la petite enfance, hein, les enfants 0-5 ans, hein, on parlait d'immaturité cérébrale tout à l'heure. Juste prendre une gorgée d'eau parce que t'as soifé. Fait que oui, tu sais, fait que Sandrine, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on accueille. Puis l'enfant, la peur, elle est démesurée. Donc, c'est d'accueillir que sa peur, en ce moment-ci, elle est démesurée. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est là. Puis de l'accueillir avec bienveillance,
puis d'être là. Là, on peut pas toucher, mais tu sais, on a le réflexe de mettre la main sur l'épaule, de regarder l'enfant, de faire un sourire. C'est ça, c'est toutes des attitudes qui permettent de sécréter l'oxytocine, l'hormone du lien. Mais là, avec le masque, c'est moins facile. Fait qu'on peut tellement sourire fort, puis s'organiser pour avoir un sourire jusque dans nos yeux. Puis des fois, c'est peut-être de reculer à 2 mètres, d'enlever le masque, puis de sourire à l'enfant. Dire, regarde, je comprends ce que tu vis. T'as raison, tu sais, c'est difficile pour toi. Je sais pas comment tu vois ça de ton côté, Mélanie. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire au niveau d'accueillir ce qui est là. Oui, pour l'enfant, qu'est-ce qu'il vit, c'est réel, c'est vrai. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, d'expliquer s'il y a vraiment raison d'avoir peur, s'il y a vraiment un mammouth qui est là, comme on dit, qui est dangereux, ou si ben, ça part d'une construction de croyances, de peur chez l'enfant. Mais son émotion qu'il vit, si elle est là, il la ressent, elle est vraie. Donc, oui, c'est de l'accueillir. Puis, une fois que c'est accueilli, une fois qu'il y a une décharge, ben, c'est après d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui se passe réellement, puis pour qu'il ait moins peur la prochaine fois, en fait. Puis ça, toi, sur ce sujet-là particulièrement, tu sais, pour éclairer que le comportement, c'est un langage. C'est un langage qui témoigne, qui exprime la réalité intérieure de l'enfant. Tu as créé aussi dans cette optique-là, dans cette vision-là, le Salon de la neurodiversité. Puis en ce moment, je pense qu'en ce moment, on a accès à des conférences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? De quelle date à quelle date? C'est quoi le salon? Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme ressources? Oui, ben là, cette année, ça va être un salon qui, encore une fois, cette année, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça sera pas en présentiel, ça va être 100% en ligne. Donc, ça a des aspects positifs ou négatifs. Mais bon, cette année, ça va être ça. Puis, pour permettre aux gens de le voir, on a décidé cette année de l'offrir, dans le fond, du 1er avril jusqu'au 30 avril inclusivement. Donc, ça se retrouve sur une plateforme. Dans le fond, je pense que le lien va pouvoir être mis. Oui, Grégoire, il l'a mis, Mélanie. OK. Donc, c'est ça. Ceux qui sont intéressés peuvent aller voir. Les informations sont là. Donc, on a encore une fois plusieurs conférenciers, dont toi, Cindy, d'ailleurs. On va parler, entre autres, de stress, de comportement, on va parler d'autisme, on va parler d'empathie avec l'autisme. Il y a eu souvent des fausses croyances reliées à ça. Donc, on va essayer de démystifier tout ça puis d'expliquer encore une fois l'intérieur. On va parler des émotions, du mouvement aussi, de comment trouver son équilibre émotionnel quand on vit beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup d'intensité aussi. On va aussi parler de santé mentale, donc une partie qui est négligée, puis même en ce moment aussi, surtout en fait, qui est négligée quand on parle de santé globale. On va parler de qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'éducation aussi, on va parler d'inclusion. Est-ce que l'inclusion, le titre de la personne, ça me fait sourire parce que c'est faut-il en finir avec l'inclusion? Et c'est un titre un petit peu, oh, qu'est-ce que ça signifie? Mais en fait, je vous invite à le découvrir parce que la question, en fait, c'est, ouais, est-ce que l'inclusion, ça devrait pas déjà la diversité être faisant partie de notre nature humaine? Donc, pourquoi on parle d'inclusion? Est-ce que c'est justifié? Donc, tout ça. Donc, il y a de la réflexion au travers de tout ça, puis des questionnements là-dedans. Fait que tu as réuni beaucoup de conférenciers, des belles ressources. Je trouve ça vraiment intéressant parce que autant que ça éclaire sur la neurodiversité, que ça éclaire sur la bienveillance. Fait que c'est pour ça que je trouvais que t'inviter dans le cadre de cette émission-là, c'est magnifique parce que ça se rejoint, parce que ça parle aussi, ça aide les gens à considérer d'autres formes d'intelligence, d'autres habiletés. Au lieu d'être dans le jugement, mais c'est de voir ça comme une caractéristique, un apport différent. Une autre façon de voir. On a tous des façons différentes de voir la vie, de percevoir. On a toutes nos lunettes, hein, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance aussi. On est aussi avec l'épigénétique, l'environnement, tout ça, oui. Et en plus, c'est là de considérer ces traits-là comme aussi un apport positif, une autre façon de regarder le monde et de le vivre. Hein? Je trouve ça vraiment magnifique. C'est du 1er avril à la fin avril. Est-ce qu'il y a un coût relié à ça, Mélanie? Oui, dans le fond, c'est 20 $. Ça te donne accès à toutes les conférences. Puis il va y avoir des petites capsules aussi qui vont s'ajouter au travers de tout ça. Puis on va remettre d'autres petites conférences qu'on avait eues pour élargir tout ça pour qu'il y ait
ait du beau contenu, dans le fond, puis transmettre le plus d'informations possible à un prix qui reste relativement abordable pour la majorité des gens. Donc, on espère. En fait, c'est que plein de ressources disponibles pendant 1 mois sur la plateforme, si tu peux la remettre, Grégoire, sur le salon neurodiversité. Hein, il y a différents conférenciers, différents thèmes que tu viens de parler, Mélanie, à seulement 20 $. 20 $, moi, je trouve que c'est un prix, c'est juste, à la limite, on pourrait dire que c'est un prix pour que le salon puisse continuer puis survivre, puis continuer l'année prochaine, couvrir les frais. Oui, Couvrir. exactement. Ben oui, si on va juste voir une conférence à 20 $, on a rentré dans notre investissement. C'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais que tu viennes nous en parler, parce que c'est tellement essentiel en ce moment de comprendre les comportements de nos enfants, puis de comprendre que oui, c'est une autre façon de regarder la vie. Complètement. Puis qu'il y a de l'intelligence là-dedans, puis que nous, on peut aussi apprendre. Apprendre avec ces enfants qui ont des caractéristiques d'autisme ou qui ont des caractéristiques, d'impulsivité, d'hypersensibilité, des caractéristiques d'être créatif, d'être empathique, tu sais, d'être analytique. Moi, mon grand souhait, c'est qu'un jour, que ça soit sur le même pied d'égalité, qu'on parle de différents types de personnalités comme différents traits de caractère chez un individu. Ça, c'est mon grand, grand souhait. Puis là, on parlera plus d'inclusion parce que ça va faire partie, ça va être ça la réalité. C'est déjà ça la réalité, mais on avance. On avance dans notre façon de la voir, la percevoir. Qui qu'on a d'autres? J'ai ici Maïka qui dit « Gratitude à vous, belle femme, qui aidait à clarifier les perceptions, soutenir les adultes à mieux aimer ses beaux enfants. » Mais oui, merci d'être là, Maïka. Merci de partager cette vision-là. C'est avec des personnes comme toi, comme moi, comme Mélanie, comme Josée, comme Roxane qui est là, comme Sandrine, que tranquillement, ça se fait, puis ça se construit, ça se nourrit, puis ça s'élève. Ça s'élève pour créer une réalité différente où est-ce qu'on va être tous accueillis dans notre unicité. Josée Filion qui est là. Hey, bonjour Josée, c'est le fun de te voir. Neurodiversité et bienveillance avec un beau cœur mauve. Ben oui. Ding, ding, c'est tellement relié. Roxane qui dit c'est vraiment génial. C'est magnifique. Alors, si le contenu de l'émission t'a inspiré, t'as envie de faire connaître ces ressources-là qu'on a partagées, aussi le Salon de la neurodiversité, je t'invite à partager, puis tu tagues 3 amis, puis en bonus, on va mettre 3 fois ton nom pour gagner la formation Rocchio Pépito. Si tu tagues 25 amis, tu vas avoir 25 fois ton nom dans le chapeau. Le mois passé, j'ai quelqu'un qui a tagué 37 amis. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tu as envie de venir à mon émission. Tu as envie, tu sens que la bienveillance, c'est un sujet qui te rejoint, puis tu as envie de venir partager. J'ai encore de la place ici au mois d'avril. Écris-moi Messenger, Cindy Boiteau, ou sur ma page NeuroGym Tonic. Écris-moi. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. On est à ce moment-là de rendre ces ressources-là accessibles pour mieux comprendre, mieux accueillir, puis mieux soutenir nos enfants dans la bienveillance et dans l'amour. Julie a dit un pas à la fois, ça s'ouvre doucement. Tes paroles sont magnifiques, Cindy, remplies de sens. C'est les paroles de Mélanie, les paroles de Julie, de Josée, de Maïka, de Grégoire, de tous ces êtres humains-là en ce moment qui veulent comprendre encore plus l'enfant à partir de sa réalité. Toutes les paroles sont magnifiques. Belle Mélanie, est-ce que tu as quelque chose d'autre, un petit mot de la fin à partager avant qu'on se quitte? Chaque comportement qu'attend un jeune, un enfant, puis même un adulte, même si c'est maladroit, ben, ça reste une manière de communiquer que, ben, comme on le dit, dans le fond, les comportements, c'est du langage affectif. Quand c'est dérangeant, inapproprié, ben, ça communique souvent la détresse, des émotions, du stress, l'anxiété, une tension intérieure. Ça démontre surtout quand on parle d'enfants que ça nous communique dans le fond qu'ils ont une immaturité affective, donc ils ont besoin de développer des compétences, puis ces compétences-là, ils se développent avec l'aide, le soutien, puis la bienveillance d'un adulte. Puis
dans le fond, les comportements, ça communique leurs émotions puis leurs besoins simplement. Puis c'est l'émotion, en fait, qui dirige le comportement puis pas l'inverse, dans le fond. Donc, ça serait d'en prendre de plus en plus confiance, d'aller vers l'intérieur, de décoder le besoin de l'enfant puis de l'accompagner au travers de ça, au travers de son immaturité puis de l'aider à grandir, à se développer, dans le fond, puis à s'épanouir. Wow! Magnifique, magnifique parole. Merci, je voudrais remercier la belle communauté d'amour qui était là avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir participé, de nous avoir écoutés, d'avoir été présent, d'avoir ouvert votre cœur à cette nouvelle façon-là d'aborder les comportements et les troubles. On vous invite à venir rejoindre Mélanie au Salon de la neurodiversité, d'encourager son projet qui est plein d'amour, un beau projet porteur pour un éveil, un grand éveil au niveau des consciences et de la perception pour mieux accueillir l'enfant dans son unicité, dans sa valeur, dans sa lumière, dans sa bonté, dans son beau cœur, qui nous amène aussi, nous, à grandir. Parce que ces enfants-là, que j'appelle souvent des enfants extraordinaires, ils nous amènent à grandir et à développer encore plus de compatie, encore plus d'humanité. Voilà. Alors, merci, belle Mélanie, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de te recevoir. Puis moi, je vais aller faire un tour dans ton salon de la neurodiversité, découvrir les belles conférences, les belles ressources qui sont là. Je me régale déjà. Mais merci beaucoup à toi, Cindy, pour l'invitation. C'était un plaisir pour moi. Puis merci à tout le monde qui a écouté. Puis j'espère que vous avez apprécié ce petit live-là. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une magnifique journée. Si le sujet vous intéresse, la bienveillance, vous avez envie de venir partager. Si moi, j'ai une expérience, j'ai du contenu, j'ai une expertise, j'ai une vision que j'aimerais partager pour aider en ce moment à mieux comprendre ce que vivent les enfants, outiller les parents, les intervenants, écrivez-moi. Je vais vous accueillir avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée. Profitez du soleil. Prenez le temps de respirer, faire du mouvement avec vos enfants. Et on se voit la semaine prochaine. Bye, belle communauté d'amour. À bientôt. Bye.